La Fabrique des communs pédagogiques présente les podcasts de l'éducation dehors. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les podcasts des rencontres de la classe dehors. Nous sommes au sein du parc du 26e centenaire à Marseille et je suis Lisa de la Fabrique des communs pédagogiques. Nous nous retrouvons dans ce podcast des rencontres pour parler de l'enseignement en extérieur. Et aujourd'hui, je suis avec Pascal, qui est professeur associé à l'École des Arts de la Sorbonne Paris 1 et responsable du master projet culturel dans l'espace public. Pascal, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce que tu fais, pourquoi est-ce que tu es ici et quel est ton parcours, ton lien avec la classe dehors ? Alors, mon lien avec la classe dehors, c'est d'abord parce que le master dont je m'occupe, projet culturel dans l'espace public, nous amène à être très souvent dehors avec les étudiants et les étudiantes. Le jour de la rentrée, d'ailleurs, on commence toujours quelque part dans Paris, puisque nous sommes installés à Paris. L'année dernière, on était au milieu du pont qui est juste devant la BNF, une passerelle magnifique. J'avais donné rendez-vous à 10h aux étudiants avec un point GPS au milieu du pont, au milieu de la passerelle. Et on a commencé l'année à cet endroit-là, au-dessus de la Seine, sous le grand ciel bleu de Paris. Et c'était pour moi une façon de bien situer les enjeux de notre master, c'est-à-dire être dans le monde, être sur l'eau étant un des grands thèmes de ces prochaines décennies, et être sur une passerelle, c'est-à-dire l'endroit où on crée des relations, où on crée des connexions, où on essaye de relier les mondes et relier les personnes. Donc voilà, mon engagement pour la classe dehors, il est lié à cette spécialité du master, projet culturel dans l'espace public. On apprend aux étudiants et aux étudiantes à imaginer, avec les gens, des projets culturels, des projets artistiques, en dehors des lieux culturels institutionnels, dans la ville, mais aussi en milieu rural. Et on apprend aussi en particulier à essayer de transformer des situations, faire en sorte que les gens se parlent plus, échangent plus, que la ville soit plus inclusive et hospitalière. On développe des projets d'urbanisme culturel aussi. L'urbanisme culturel, c'est un mouvement qui rassemble des professionnels qui contribuent à transformer les territoires par le biais de créations situées, de projets culturels qui embarquent les gens, voilà, qui essayent de faire démocratie tout simplement dans la façon de fabriquer la ville et les territoires de manière générale. Mais mon engagement, il est lié aussi plus fondamentalement au fait que dans ma propre vie, au collège par exemple et au lycée, et ensuite dans mes études supérieures, les moments les plus importants que j'ai pu vivre étaient toujours dehors. Ça m'a toujours interrogé, j'ai suivi j'ai des études assez longues, mais ce qui est le plus frappant, ce qui m'a toujours le plus happé, c'est ce qui se passait en dehors d'un amphithéâtre ou d'une salle de cours. Donc d'abord la surprise de sortir d'un cadre, de sortir de cet espace abstrait du monde qu'est la classe, où on travaille justement de manière abstraite également, à partir de concepts, et se plonger dans le monde, ça m'a toujours fasciné, et ça provoque toujours une joie qu'on connaît tous et toutes, une joie assez communicative, c'est-à-dire la joie de sortir, la joie de la surprise, la joie de la rencontre, l'aventure, quelque chose qui a le goût, le parfum de l'aventure. Et ça, pour moi, la joie, c'est un moteur absolument essentiel dans l'éducation, dans l'apprentissage, dans l'expérience pédagogique. Il faut qu'il y ait de la joie, il faut qu'il y ait de l'enthousiasme pour aller vers les autres, vers l'inconnu, et apprendre en faisant, en marchant, en tombant, en se relevant. Donc voilà, dans ma propre vie, tout ce qui s'est joué en dehors des formats pédagogiques classiques a été déterminant, et c'est pour ça que je consacre aujourd'hui une grande partie de mon temps à ça, et c'est pour ça que je suis venu ici aussi animer hier avec plusieurs camarades un atelier qui s'appelait Faire fac dehors. Et du coup, tu as anticipé ma prochaine question. Qu'est-ce que c'est faire fac dehors ? Pourquoi est-ce qu'il faut faire fac dehors ? Alors, je pense qu'il faut faire fac dehors si on est convaincu que c'est intéressant. Déjà, tout le monde ne l'est pas aujourd'hui. Mais si on a un peu compris l'intérêt de sortir de la classe, c'est tout de suite assez passionnant. Alors d'abord, pour reprendre ce que je disais il y a 30 secondes, parce que être dehors, c'est confronter les concepts au réel. Et pour moi d'ailleurs, faire fac dehors, faire classe dehors, c'est pas sortir de la classe. C'est entrer dans le monde, entrer dans le mouvement du monde, dans la complexité du monde, entrer dans l'épaisseur du vivant. C'est d'abord une entrée dans quelque chose qui, précisément, peut ne pas coïncider avec les concepts. Et c'est cette confrontation entre l'abstraction du concept dont on a besoin et puis la réalité mouvante, contradictoire, problématique toujours du réel qui, moi, m'intéresse. C'est-à-dire comment on met à l'épreuve, encore une fois, les concepts et le réel à l'épreuve des concepts aussi. Et c'est cette tension fertile qui est assez captivante. Donc, pourquoi faire fac dehors ? Pour mettre en jeu les concepts dans le réel, avec les gens. Aussi pour être créatif, parce que
les contradictions, les surprises ou les déceptions du réel nous amènent à être créatifs. C'est-à-dire qu'il faut inventer, il faut faire avec. Et ça, c'est aussi pour moi un credo, faire avec le réel, faire avec le monde, faire avec les gens, faire avec les situations. Donc faire fac dehors, c'est très fertile d'un point de vue pédagogique. C'est apprendre à composer avec le monde, comme le disait Bruno Latour. C'est ce qu'on doit faire, on doit composer et recomposer le monde aussi. Donc c'est nécessaire, on doit se confronter au réel et au monde de cette manière-là. Et puis faire fac dehors, c'est aussi interroger les schémas relationnels classiques entre les enseignants et les étudiants. Quand on est dans ce type de contexte, en dehors de la salle de classe, on favorise des rapports d'horizontalité où l'expertise, les ressources des étudiants et des étudiantes sont possiblement plus reconnues que dans un amphithéâtre où les choses sont très hiérarchiquement dessinées et configurées. Donc ça m'intéresse également qu'on puisse permettre aux étudiants et aux étudiantes de faire preuve de créativité, mais aussi de partager leurs connaissances, leurs expertises dans un rapport d'horizontalité. Et généralement, on essaye de le faire en tout cas d'intelligence collective. Merci. Et donc du coup, un peu concrètement, comment est-ce qu'on fait classe dehors avec des étudiants ? Alors, il y a plein de façons de le faire, hein. Tout dépend des disciplines. Est-ce qu'on est dans des disciplines scientifiques, en sciences humaines ? Voilà, moi je vais parler uniquement pour mon domaine, c'est-à-dire les projets culturels et spécialement dans l'espace public et les projets artistiques aussi. Je crois que la première chose, c'est d'aller dehors, mais c'est aussi d'être outillé conceptuellement. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à observer, à regarder, à faire ce que j'appelle des enquêtes sensibles. C'est ce qu'on essaye de faire avec nos étudiants. L'enquête sensible, ce que je leur explique au départ, c'est une enquête sensible, en 2 mots. C'est-à-dire ne pas savoir ce qu'on va chercher, ne pas savoir exactement ce qu'on va chercher et être attentif, du coup être en quête en 2 mots, c'est-à-dire à l'écoute de ce qui est là. Apprendre à voir, à écouter, à regarder, à sentir. Donc ça veut dire prendre le temps, se poser, laisser venir le monde à soi finalement. Donc l'enquête sensible, c'est une enquête sur ce à quoi finalement les autres sont sensibles, ce à quoi les gens sont sensibles. Nous, on a travaillé par exemple pendant 3 ans dans une cité de logement social à Nanterre, la cité Rose. On s'est intéressé vraiment à ce qui était important dans leur quartier pour les habitants et les habitantes, pour les enfants, pour les ados, pour les femmes, pour les personnes âgées, etc. Ce à quoi ils sont sensibles, qu'est-ce qui fait sens pour eux dans leur quartier, dans la ville, ou là où on est. Et aussi, quels sont les sujets sensibles, c'est-à-dire les sujets touchy. Qu'est-ce qui est compliqué dans un quartier, qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce qu'on ne dira pas forcément tout de suite, voire qu'est-ce qu'on ne dira jamais, et qui pourtant peut constituer le point de départ d'un projet culturel ou d'un projet artistique. Donc d'abord l'écoute, l'observation, une attention redoublée, une acuité qu'il faut travailler. Là, les artistes sont de précieux alliés parce que ce sont des experts du sensible, des athlètes du sensible. Ils ont des capacités très grandes parfois à écouter l'indicible, à percevoir l'invisible ou le quasi-visible. Et donc on travaille souvent avec des artistes pour ça. Et puis on a des outils, donc par exemple la cartographie sensible ou subjective, que beaucoup connaissent et pratiquent déjà, hein. Nous, on essaye aussi, dès la rentrée d'ailleurs, de plonger les étudiants dans la ville, parce qu'on est plutôt en milieu urbain, avec cet outil-là. On les invite à fabriquer des cartes sensibles, par exemple du Jardin des Plantes, de la Piazza Beaubourg, ou d'une rue devant un collège. Et cette carte sensible, c'est une façon de représenter un territoire, un fragment de territoire, à partir de ce que les gens voient et vivent, et parfois même d'une catégorie de population, notamment les enfants. Par exemple, on a fait une carte sensible avec des enfants, nous à Nanterre. Alors quand je dis nous, c'est les étudiants et les étudiantes qui l'ont faite, avec des enfants du quartier. Et cette carte qu'on a faite de cette cité de logement social, de la cité Rose, ça a été un choc pour tout le monde, parce que d'un seul coup, on voyait sur la carte ce que voient et vivent les enfants, et que nous ne voyons pas forcément, ou que le bailleur social ne voit pas, ou que la ville de Nanterre ne voyait pas. Par exemple, les endroits que les enfants aiment vraiment, les endroits où ils aiment jouer, les endroits où ça pue, les endroits où c'est dangereux, etc. Et donc cette représentation du quartier par les enfants eux-mêmes, c'est vraiment une ressource très précieuse qui nous permet d'entrer dans un monde pluriel, dans un monde qui est fait de plusieurs mondes. Et donc c'est une leçon épistémologique, c'est une leçon philosophique, c'est une leçon politique qui consiste à dire nous n'habitons pas exactement le même monde, ou nous n'habitons pas le monde de la même manière, disons. Donc la carte sensible, c'est un des outils que nous avons développés et que l'on met en pratique dès la rentrée. Après, il y a d'autres outils. Le principal étant finalement de se choisir un lieu et d'imaginer à partir de l'enquête sensible ce que l'on va pouvoir faire pour contribuer à transformer une situation. Donc point de départ, l'enquête.
Et ensuite, création de projets contextuels, projets in situ, pour contribuer à transformer une situation. Est-ce que tu te repères à la dérive et à la psychogéographie que les situationnistes ont utilisé dans les années 60, qui est quelque chose qui m'a beaucoup intrigué et que j'ai un peu pratiqué aussi. Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises dans tes cours ? Alors, les situationnistes nous inspirent beaucoup. Guy Debord et ses camarades, c'est vraiment une source d'inspiration immense. Et la psychogéographie, oui, c'est très étonnant. C'est une sorte de science poétique, pourrait-on dire, très inspirante, qui était fondée sur l'idée qu'il y a des ambiances urbaines et qu'on peut essayer de capter ces ambiances. Donc c'est ce qu'on cherche à faire. La limite de la psychogéographie, c'est que les ambiances, elles sont extrêmement changeantes. Donc il est très difficile de fixer quelque chose, mais en tout cas c'est une façon de voir la ville, oui, qui est assez étonnante et assez joyeuse aussi, parce qu'il y a une dimension ludique dans la psychogéographie et dans la dérive aussi. Il y a également l'alcool, qui était très important pour les situationnistes. Alors ça, nous, on pratique pas du tout. La joie retombe. Voilà, ouais, ça peut augmenter la joie, mais ça peut la faire retomber. En tout cas, c'est peut-être ce qui nous distingue des situationnistes. Voilà, pas d'alcool, en tout cas, pas dans la formation que l'on développe en journée. Mais en tout cas, oui, c'est une vraie source d'inspiration, comme d'autres mouvements littéraires, comme d'autres approches en sociologie, en ethnologie, comme d'autres approches très contemporaines, comme la psychanalyse urbaine, qui est une science poétique également, développée par des collectifs d'artistes et de chercheurs et de chercheuses. La NPU, voilà, absolument, l'Agence nationale de psychanalyse urbaine. Voilà, ils sont venus à Marseille, effectivement, et nous, on les a souvent invités. Moi, je suis moi-même membre de l'association, d'ailleurs. Et voilà, donc on développe une grande diversité d'outils. On invente très souvent, d'ailleurs. On invente des outils. Par exemple, quand on était à Nanterre, il y a une des étudiantes qui a dit, tiens, on pourrait faire une étude chromatique du quartier. Quelles sont les couleurs du quartier ? Parce que le quartier s'appelle la Cité Rose. Quelle est la place du rose vraiment dans le quartier et quelles sont les autres couleurs ? Donc, d'un seul coup, on se met à regarder vraiment les couleurs, les nuances, à faire un nuancier du quartier. C'est intéressant. On a fait aussi des enquêtes sur les vivants non humains, qui sont exactement les oiseaux qu'on entend. Cette colonie de mouettes là, qui est là-haut, elle contribue grandement à singulariser le paysage du quartier. Donc on s'est interrogé sur les arbres également. On a découvert des tas de choses en faisant ça. Et puis on écoute les gens, on discute énormément avec les personnes. Et pour ça, on fait la fête beaucoup. La fête est un moyen de rencontrer les autres, d'écouter les autres, de faire commun finalement. Donc la question de la joie que j'ai évoquée tout à l'heure, l'action de la fête, pour nous, c'est un vrai sujet. On apprend à faire la fête aussi d'ailleurs avec les étudiants, c'est-à-dire à concevoir, organiser, produire, administrer, voilà. Et puis à réfléchir aux enjeux de la fête aussi. Donc voilà, toute une palette d'outils pour... alors, aller dehors, c'est en fait aussi interroger, comme je l'ai dit tout à l'heure très vite, la pédagogie, les méthodes pédagogiques, interroger ce que ça veut dire savoir, apprendre, mais aussi très vite se poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire, c'est-à-dire la question du pouvoir. Savoir égale pouvoir, disait Actop dans les années 90 et Michel Foucault avant. Donc nous, quand même, notre préoccupation, c'est qu'est-ce qu'on peut transformer. Et c'est aussi d'ailleurs globalement la préoccupation ici de la classe dehors. C'est-à-dire, on fait classe dehors, mais pour des raisons stratégiques et politiques, en vérité. On fait classe dehors pour changer notre régime d'attention au monde, et notamment au vivant, et aussi pour s'outiller, pour transformer le vivant. C'est-à-dire une fois qu'on est un peu plus attentif, un peu plus émerveillé par le vivant, on va politiser cet émerveillement, comme dit Baptiste Morisot. C'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre comment transformer des situations à nouveau, parce qu'il faut transformer le monde. Il faut contribuer aux transitions, aux bifurcations sociales et écologiques. Donc ça reste notre horizon. Et pour nous, plus précisément, dans notre master, notre horizon, c'est ce qu'on appelle aussi la ville relationnelle, c'est-à-dire faire des espaces urbains plus relationnels, mais c'est aussi contribuer à ces bifurcations sociales et écologiques. Et donc, les étudiants qui sont dans votre master, qu'est-ce qu'ils peuvent développer ou vers où est-ce qu'ils peuvent se tourner après, si jamais ils sont intéressés par la création de ce genre de projet ? Alors, dans le master projet culturel dans l'espace public, eh bien, on forme les étudiants à être, plus créatifs, à connaître l'histoire et l'actualité des pratiques artistiques et culturelles dans l'espace public, et notamment dans l'urbanisme culturel, et puis on les forme aussi à faire. Donc il y a tout un bloc d'enseignement très pratique, la boîte à outils en fait de la conception, gestion, production de projets,
comptabilité, administration, le droit, les contrats, etc. Donc on les forme à être créatifs, à connaître vraiment aussi les pratiques et puis à faire directement les choses. Donc ils peuvent devenir chargés de production, coordinatrices, coordinateurs de projet, faire de la direction artistique, travailler dans le champ des tiers-lieux ou dans des collectivités territoriales aussi. C'est très divers. Ils sont outillés pour faire pas mal de choses en fait et ils trouvent tous du travail. Généralement dans ce domaine-là, parfois certains changent d'orientation évidemment, mais notre formation aussi est très liée à de très nombreux partenaires, des compagnies, des collectivités territoriales. Tous les ans on fait des projets à l'échelle 1. Et par exemple, je l'ai dit, pendant 3 ans, on a travaillé à Nanterre, avec la ville de Nanterre, avec un bailleur social, Séquence, et l'APES, qui est une station de développement social urbain. Là, actuellement, à Césure, on mène des projets avec l'équipe de Césure. Et l'année prochaine, je suis en train de travailler avec différents partenaires pour qu'on ait de nouveaux terrains de jeu. Et si jamais on a envie de se renseigner sur les projets qui ont déjà été menés, voir un petit peu par soi-même, comment est-ce qu'on fait ? Alors, il y a un blog. Si vous tapez master culturel, projet culturel au pluriel dans l'espace public parisien, vous allez tomber sur un blog qui est sur une vieille plateforme, parce qu'on existe depuis 20 ans et on a gardé la même plateforme qu'au départ, qui s'appelle Overblog. Donc je ne vais pas vous donner l'adresse, mais vous la trouverez très vite. Malheureusement avec beaucoup de publicité, mais si vous avez des bloqueurs, ça ira. Et sur ce blog, vous trouverez tout ce qu'on a fait depuis 20 ans. Donc il y a énormément d'articles, de photos, de petits textes qui expliquent un peu nos démarches et nos projets. Sinon, on peut nous suivre sur des réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Instagram ou sur Facebook. Merci beaucoup. On va arriver à la fin de ce podcast. Et du coup, est-ce que vous auriez pour conclure un mot de la fin, une anecdote marquante, quelque chose dont vous auriez envie de parler ? Eh bien, oui. Une petite anecdote qui va montrer l'intérêt, l'importance de travailler dehors, en dehors des murs. Et aussi dans ces démarches d'enquête sensible. Je vais vous raconter en 1 minute ce qu'on a fait à Nanterre. Quand on est arrivé, on ne savait pas trop ce qu'on allait faire. J'avais juste dit aux étudiants, il va y avoir des travaux, un projet de renouvellement urbain dans ce quartier. Et c'est prévu par le bailleur, par la ville, etc. dans quelques années. Et nous, on va essayer de faire en sorte que les 1500 personnes qui vivent dans ce quartier soient partie prenante de cette opération et pas juste spectateurs et spectatrices. Donc c'était ça notre grand enjeu, je dirais. Et donc, première année, on commence pendant 3-4 mois et on commence par l'enquête sensible dont j'ai parlé tout à l'heure, l'enquête culturelle, l'enquête sensible, rencontrer les gens. Donc on commence un peu timidement au début parce que c'est pas facile de sortir, parce que les étudiants, voilà, ils sont jeunes et quelle légitimité. Donc on commence, mais progressivement on discute avec les enfants qui rentrent de l'école à 17h, qui vont faire leurs devoirs dans l'épicerie rose où on s'était installé. On avait transformé un ancien local commercial en une sorte de tiers-lieu pédagogique, notre lieu de vie finalement avec Yes We Camp. Et puis progressivement, comme je vous l'ai dit, on invente des outils, la 2e année aussi, et puis on se demande quels sont les sujets sensibles ici. Et on avait fait 3 groupes d'étudiants et étudiantes, et un des 3 groupes nous dit, après plusieurs semaines de rencontres et d'enquêtes, nous on a découvert qu'en fait il y avait des jeux avant au milieu du quartier, entre les 2 bars, des jeux, mais ces jeux ont disparu. Alors pourquoi ont-ils disparu ? Le bailleur a dit ils n'étaient plus aux normes. Et le bailleur a dit aussi aux enfants, ne vous inquiétez pas, les enfants, on va remettre ces jeux dans 5-6 ans quand les travaux seront terminés. Vous imaginez, vous avez 8 ans, on vous dit attendez 5-6 ans et on vous remettra des jeux. Et les étudiantes qui ont fait ce constat nous ont dit, pour nous c'est ça le sujet sensible, c'est finalement l'absence des jeux. Et le fait aussi que des adultes puissent considérer que ce n'est pas un problème si pendant 5-6 ans, il n'y a plus de jeux dans le quartier. Et donc ce groupe d'étudiantes nous a dit, nous on propose un projet, on leur avait dit, voilà, on a un budget de 20 000 €, imaginez un projet qui soit en lien avec cet enjeu principal, impliquer les habitants, habitantes. Et ce groupe d'étudiantes nous a dit, on propose de faire une manif d'enfants. Une manif d'enfants pour protester contre la disparition des jeux et contre le fait que la parole des enfants ne soit pas prise en compte, alors que la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989, article 31, dit les enfants ont droit à jouer et ils ont aussi droit de participer à la vie culturelle. Bon. Et donc on a fait une manif d'enfants. Le projet a été choisi par un jury dans lequel il y avait des habitants, des représentants de la ville de Nanterre, d'anciens étudiants, etc. Et on a fait une manif d'enfants avec des chorégraphes associés, des musiciens, des designers, etc. Et puis au-delà de cette manif d'enfants, à laquelle sont venues plein de personnes, qui était aussi un prétexte pour rassembler tout le monde, ce groupe d'étudiantes a proposé de créer un café des enfants.
un lieu comme il en existe un peu partout en France, notamment à Paris, le Café Zoïde, un lieu où les enfants sont vraiment chez eux, considérés avec des droits justement, dans un état d'esprit assez libre, assez joyeux. Et donc on a travaillé à créer une sorte de tiers-lieu finalement, de lieu de rencontre dans le quartier. Puis on a fait énormément de choses, des spectacles, des rendez-vous, des fêtes avec les étudiants, avec la compagnie Teatro Container de Nicolas Bravo, qui était étudiant dans le master. Voilà, pendant 3 ans, il y a eu beaucoup d'activités et on a tenté quelque chose. Donc c'est ça mon anecdote, c'est être là, dans l'espace public, ne pas savoir ce qu'on va faire, prendre le temps d'observer, d'écouter, trouver un sujet sensible et essayer de mettre en place ensuite des actions pour transformer une situation. Et ça, ce qui est formidable, c'est qu'on ne sait jamais ce qu'on va faire. Donc c'est toujours très joyeux. C'est comme la table ronde qu'on a animée hier. On a commencé, puis quelqu'un a pris la parole dans le public en remettant en question le format qu'on avait imaginé. Donc on a fait autrement. Et c'est cette surprise permanente et cette joie qui l'accompagne généralement, qui pour moi est le sel de nos activités. Merci beaucoup. Merci.